Donc, la deuxième partie sur l'inclusion, nous avons une fois de plus donné la parole à Anne Tomasini, qui est adjointe de la mission éducation inclusive MEI de la direction des affaires scolaires, une mission qui a été créée fin 2019. Puis, on continuera avec un témoignage de Agathe Chiron, qui est designer indépendante et qui nous présentera ses observations sur les enjeux de sociabilisation dans les sanitaires. Et enfin, nous vous présenterons des dessins d'enfants du groupe pilote numéro 1, donc dans les premières écoles, qui reflètent souvent une envie de chez soi dans les sanitaires et des envies de confort. Donc, Anne Tomasini, qui est adjointe à la chef de la mission éducation inclusive MEI à la direction des affaires scolaires de Paris. La mission, comme je le disais, a été créée fin 2019. Donc, durant notre entretien, on a eu l'occasion de se rencontrer. Nous avons soulevé plusieurs points, notamment l'architecture des locaux qui ne permettent pas toujours de changer un enfant, notamment porteur de handicap ou non, ainsi que le rôle et la posture de l'adulte vis-à-vis de l'enfant dans ces moments-là. Concernant la configuration des espaces, vous parlez d'accessibilité universelle et non adaptée ou adaptable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, tout à fait. Quand on pense universel, on pense à tous les besoins et les besoins peuvent être tout à fait évolutifs, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel des enfants, et ils ne sont pas connus quand on conçoit quelque chose. Mais je ne parle pas uniquement des locaux, hein, je parle d'un projet, d'une sortie, etc. Et les besoins peuvent aussi être ponctuels, hein. Un enfant peut avoir des besoins, ne serait-ce que sur quelques jours, parce qu'il a été accidenté, enfin pour plein de choses différentes. Et quand on pense aux besoins de tous les enfants, on devient beaucoup plus créatif et on prévoit des choses qui vont être utiles à tous les enfants, en fait, qui vont servir à tous les enfants, qui ne les desservent jamais et qui vont rendre leur vie aussi à eux beaucoup plus facile dans la collectivité. Ça va rendre aussi le travail des adultes plus fluide et ça nous force à anticiper tout un tas de situations. Évidemment, quand on parle de locaux, la notion de besoin s'anticipe encore plus. Donc, il faut penser à tous les besoins, que ce soit visuels, auditifs, les troubles mentaux, les problèmes autistiques. Donc, ça peut être aussi bien sur les lumières que sur la difficulté d'accès, mais aussi de manipulation des robinets, des chasses d'eau, des interrupteurs, l'utilisation du papier toilette, etc. Mais l'objectif, c'est que chaque enfant puisse trouver sa place et y être le plus autonome possible, de façon de toute façon être respecté dans son intimité, mais être respecté dans son identité aussi. Et du coup, ça me fait penser aussi à des toilettes non genrées, hein, bien sûr, mais ça a déjà été évoqué. Ce respect de son intimité et de son autonomie, du coup, lui permet d'utiliser les toilettes quand il en a envie, quand il en a besoin, et du coup être disponible pour tout le reste de sa journée, que ce soit les activités ou les apprentissages, enfin tout ce qu'on connaît dans la vie d'un enfant. En tout cas, pour conclure, c'est jamais préjudiciable, enfin, aucun enfant ne subira de préjudice quand on pense universalité, et ce sera toujours bénéfique au travail des adultes par le fait d'avoir anticipé, mais aussi par le fait de ce qu'on va mettre en place pour cette universalité, puisque ça soulève aussi bien d'autres points qui sont évidemment les problèmes de locaux, mais le rôle et le positionnement de l'adulte, la communication, l'organisation de l'espace, le lien aux familles même, quand on réfléchit à tout ça en avance. Quand on parle effectivement de besoins, c'est ce que vous disiez, on pense aussi aux enfants qui ont des besoins d'être changés, que ce soit de manière ponctuelle ou en permanence. Et c'est quelque chose qui est très peu pensé actuellement dans les écoles, qui est très peu mis en place. Et du coup, les adultes, quand l'enfant ne peut pas est pas autonome sur ce sujet-là, l'adulte se trouve à faire ces opérations-là dans des situations un petit peu, dans des aménagements un peu compliqués, bien souvent dans les toilettes adultes. Et évidemment, ce n'est pas l'idéal. Dans l'idéal, au-delà de ce qu'on a déjà dit avant, c'est-à-dire avoir des patères, des étagères pour pouvoir poser les affaires des enfants, etc., dans cet espace réservé au change,
ou à des besoins vraiment voilà, liés à l'intimité de l'enfant. Il y aurait une douche, évidemment, des toilettes pour pouvoir continuer les apprentissages, mais aussi les utiliser si on a besoin de vider des contenus, des lieux des espaces pour ranger les affaires des enfants, mais aussi les produits de toilette, les espaces, les produits de change, euh, que tout soit propre, accessible pour absolument préserver l'intimité de l'enfant, mais aussi faciliter le travail de l'adulte. Et dans l'idéal aussi, il y aurait des protocoles de change, surtout sur les changes un petit peu compliqués que certains peuvent vivre, pour que l'adulte sache ce qu'il a à faire, mais que ce soit au niveau des gestes, mais aussi au niveau du comportement ou du langage qu'il va adopter avec l'enfant. Et il va aussi pouvoir partager avec l'enfant ce moment-là, qui peut être un moment, enfin, qui devient un moment de partage du coup. En tout cas, surtout pas un moment où l'enfant se sente mal à l'aise et humilié. Et je pense aux enfants qui n'arrivent pas, surtout aux enfants qui n'arrivent pas à exprimer ce besoin, mais qui ont tout autant besoin d'intimité que les autres enfants, voire même peut-être plus, parce que justement, elle est plus souvent bafouée, cette intimité, où la limite de leur corps est moins souvent facile à respecter, en fait, parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à imposer cette limite. Et du coup, même s'ils n'arrivent pas à l'exprimer, il est bien de pouvoir lui faire partager ce moment-là et susciter sa participation, mais aussi le développement de son autonomie, parce qu'il peut aider, il peut nommer, il peut remonter son pantalon, etc. Au niveau de l'aménagement même matériel, on pourrait penser à une table allongée de taille adulte, parce qu'il y a des enfants qui sont très grands, une table allongée qui soit réglable en hauteur pour faciliter le travail de l'adulte et la mise en place de l'enfant sur cette table. Et en réfléchissant à tout ça, on protège l'enfant et on protège aussi l'adulte dans son travail qui deviendra moins difficile sur ces moments-là. Aménager des locaux, y compris les sanitaires, ne va pas non plus sans un accompagnement, ça ne suffit pas. Il faut que l'adulte soit sensibilisé, que l'équipe soit sensibilisée à ce sujet-là, et comment accompagner l'enfant et comment adapter son langage justement pour accompagner l'enfant dans ce moment-là. Voilà, le respect de l'enfant induit donc un respect de l'adulte. Et puis, on peut toujours rêver, s'imaginer aussi que dans cette cabine, il y ait même un petit sas pour que les familles puissent aller récupérer les affaires salies de l'enfant en toute discrétion et pas à la vue de tout le monde. Et puis aussi, on peut imaginer aussi un miroir dans un placard, etc., pour que l'enfant puisse se regarder une fois qu'il est changé, qu'il a mis des vêtements propres. Anne Tomasini, que dans la description que vous nous faisiez, vous nous décriviez la cabine d'hygiène idéale, pas forcément la cabine réglementaire, mais que c'est un espace qui peut être mutualisé aussi avec d'autres besoins de l'école, que finalement vous envisagez le sanitaire handicapé comme couplé avec une cabine d'hygiène qui pourrait être installée dans l'école. C'est bien ça votre propos? Complètement, parce que justement, pas réservé aux enfants en situation de handicap, ça peut être réservé à un enfant qui a été malade toute la journée, enfin tout ce qu'on sait et qu'on voit dans les écoles. Et l'intimité, enfin j'insiste, parce que c'est vrai qu'elle est pas facile à mettre en place pour des enfants qui ne peuvent pas dire, qu'on doit porter, qu'on doit étendre, qu'on doit changer. Et quelquefois, il faut être conscient que ces changes peuvent très bien avoir lieu dans le préau ou dans une salle commune. Même si on fait sortir les autres enfants, etc. Enfin, on peut imaginer que dans la tête de l'enfant, ce n'est pas forcément très simple. Merci beaucoup. On vous propose de poursuivre et puis on aura un temps d'échange collectif sur tous ces sujets après ce temps. Je vois qu'une main s'est levée. Peut-être qu'on peut quand même laisser la parole à Mélanie de la Place qui avait un complément ou une question. Oui, bonjour à tous. C'était juste pour compléter, en effet, c'est tout ce qui est abordé là, la question de l'inclusivité, la question de l'accessibilité universelle. L'objectif côté d'ASCO est bien d'aller, en effet, prendre en compte tous les besoins. Comme l'a parfaitement rappelé Anne Tomasini, il y a aussi des besoins ponctuels. Et donc, c'est aller au-delà de la réglementation et en effet des questions de dérogation. Donc, c'est toute cette réflexion qu'on souhaite porter. Puis après, échanger, bien sûr, avec les collègues de la direction du patrimoine d'architecture. Mais ça va au-delà, en effet, des demandes réglementaires qui sont liées aux attestations ADAP. Voilà, c'était juste pour compléter la question de Sabine. Merci pour cette précision. Merci. Et merci Anne Tomasini pour votre présentation très complète de la cabine d'hygiène idéale.
On va pouvoir continuer donc avec Agathe Chiron, qui est designer et qui a mené des ateliers, qui mène des ateliers de participation avec les usagers et évoque le besoin de sociabilisation dans les sanitaires. Donc, comme je le disais, Agathe Chiron est designer en architecture et elle a accompagné notamment plusieurs départements, dont le Val d'Oise. On aura l'occasion aussi de rencontrer demain, dans la restructuration des blocs sanitaires de plusieurs collèges grâce à une démarche immersive. Agathe Chiron, j'ai vu que vous étiez là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche dans les établissements? Oui, bonjour. Alors, cette mission, en tout cas cet intérêt, il a démarré avec une mission qui a été initiée par le département de la Loire-Atlantique et sa mission innovation et le service de l'éducation. Bien sûr, il faisait le même constat que nous ce matin sur des dégradations bâtimentaires et des impacts sur les enfants liés au sanitaire. Donc, l'approche, elle a été immersive, hein, comme vous l'avez dit. Je suis allée pendant 3 mois dans plusieurs villes de la Loire-Atlantique en duo avec une anthropologue pour être au plus près des enfants, dans les blocs sanitaires filles comme les blocs sanitaires garçons, et une immersion qui nous a permis à la fois de prendre le pouls de ce qui pouvait se passer dans le milieu rural, mais aussi dans le milieu hyper-citadin. Les immersions, elles ont donné suite après à des ateliers où on a rassemblé autour de la table l'ensemble des usagers. Vous le disiez juste avant, on pense à un besoin universel, un besoin pour tous. Il faut absolument trouver une solution qui satisfasse autant le besoin des enfants que de l'agent d'entretien, de l'agent de ménage, mais aussi du CPE, des surveillants et des enseignants. Donc, ça a été vraiment des moments qui ont été très importants et très forts pour l'ensemble de la communauté éducative et des supports, je dirais, des collectivités qui étaient aussi présents, de prendre une demi-journée pour écouter la parole des uns et des autres sur le sujet et que chacun puisse expliciter ses besoins, ses problèmes. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et c'est quelque chose qui a permis de mettre des mots plus précis sur des malaises qui revenaient systématiquement au conseil de classe, mais qui ne trouvaient pas d'explication. Et ça a été notamment pour les adultes l'occasion de changer aussi leur prisme de lecture des problèmes que rencontraient les enfants, puisque bien souvent, que ce soit les surveillants ou les adultes côté collectivité, l'idée qu'ils en avaient des problèmes des élèves, c'était surtout qu'ils cherchaient à se cacher des adultes pour aller dans les toilettes, faire des bêtises entre eux, alors que ce que racontaient les enfants, c'était que les toilettes, c'était l'endroit dans lequel ils pouvaient s'offrir une bulle pour s'échapper du regard des autres enfants et qu'ils n'ont pas envie surtout de s'échapper du regard des adultes. Ils ne sont pas dans une défiance de l'adulte, mais ils sont surtout dans une méfiance du regard des autres enfants entre eux. Et je crois qu'on a, en tout cas sur ces ateliers-là, on a collectivement fait le bilan de se dire qu'on avait oublié à quel point les années collège sont des années très très dures pour les enfants entre eux. Donc, le bilan de cette immersion et de cette analyse avec cette anthropologue Marie de Suzman, ça a été de se dire que, certes, on a un enjeu, comme ça a été déjà explicité ce matin, sur les questions d'hygiène et de santé, de rapport à l'eau, parce que les enfants courent encore beaucoup au collège et ont beaucoup besoin de boire. Mais c'est aussi le collège, l'école, le moment d'un apprentissage social. On n'est pas que au collège pour des apprentissages scolaires, on est aussi là pour des apprentissages, des savoir-être. Et donc, tout ce volet social et les espaces de vie qui lui sont dédiés nous sont apparus comme faisant défaut. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le pire, c'est vraiment le milieu rural, c'est-à-dire que les enfants, ils sont 50 dans un autocar le matin, qui les emmènent au collège où ils se retrouvent à 600 personnes. Ensuite, ils sont en classe, ils sont 30, ils sont en récréation, ils sont à nouveau 600, ils passent au self, ils sont 250. C'est ça, en fait, une journée d'enfant au collège. Et on parle d'intimité avec en effet des enjeux hyper intimes et des cabines qui doivent monter, des portes pleines et des cabines qui montent jusqu'au plafond, comme vous l'avez montré. Mais c'est aussi simplement
l'intimité d'une plus petite échelle. Et du coup, le constat qui était un peu difficile pour l'ensemble des équipes, c'était quand même de faire remarquer que le seul endroit dans lequel on permet aux enfants de pouvoir être à 5, à 10 et de pouvoir discuter en petits groupes et de faire salon, eh bien, ce sont les sanitaires. Donc, est-ce que l'ambition des collectivités, des parents, de tous, c'est de permettre à nos enfants de faire salon dans les toilettes? Collectivement, bien sûr, la réponse est non. Mais du coup, une fois qu'on a dit non, qu'est-ce que l'on fait? Comment on fait? Et comment on fait pour réouvrir les foyers, les halls, salles de permanence qui donnent en rez-de-chaussée? Comment on fait pour équiper des cours de récréation avec du mobilier qui permet de se retrouver et de discuter les uns avec les autres? Et du coup, ça veut dire qu'on arrête de faire des cours de récréation avec des bancs qui sont les uns à côté des autres, parce que c'est très compliqué de se parler en regardant de travers comme ça, et que si on met une table de pique-nique, on se regarde en face à face, et du coup, on est ensemble, et on est 5, 10, et on est à l'échelle d'un groupe, parce que l'enfant, il n'est pas différent de l'adulte là-dessus, et qui préfère quand même avoir un moment de détente en petit groupe qu'en grand groupe. Donc, c'est surtout cet aspect-là que notre travail a mis en avant, et de se dire que oui, on peut avoir des réponses, et on est obligé d'avoir des réponses bâtimentaires telles qu'on a pu nous les montrer ce matin, qui sont très justes, mais que tout ce travail-là sera très vite mis à mal s'il n'est pas fait en parallèle un travail sur les espaces de sociabilisation et sur des petits équipements qui permettent de faire salon paisiblement, parce que c'est un besoin, je dirais, tout aussi vital que le besoin d'aller faire pipi, et qu'il faut le prendre en considération pour réussir à amener du bien-être et avoir un impact positif sur la question de l'hygiène. Merci beaucoup, Agathe Chiraud, pour tous ces éléments sur, en effet, on parle souvent d'hygiène, mais c'est un lieu social où on fait salon, comme vous nous l'avez largement démontré, et ça fait partie des gros enjeux qu'on questionne lorsque, là, dans l'étude, on questionne les sanitaires. On s'est souvent rendu compte qu'il y avait cette réappropriation des rez-de-chaussée, ou en tous les cas des autres espaces, qui était également vraiment nécessaire. Vous avez du coup fait un guide où vous avez essayé de mettre en parallèle aussi bien ce volet sanitaire que ce volet espace de vie. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot ou pas. Oui, alors en effet, le résultat de cette première étude, ça a été à la fois une méthode et un panorama des usagers qui permet de mettre tout le monde autour de la table pour que chacun s'écoute et qu'on ait dans une démarche empathique la volonté de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Et également donc un guide qui a deux faces, un avec des solutions techniques sur le volet sanitaire, et un autre sur les espaces de vie. Ce qui a été très intéressant, vous disiez tout à l'heure, j'ai accompagné la collectivité le conseil départemental du Val d'Oise. L'équipe vous présentera demain en images ce qu'on a pu réaliser. Voilà, l'intérêt, ça a été que cette première mission, qui était surtout du diagnostic et de la prescription, s'est ensuite traduit de manière très opérationnelle aux côtés du Val d'Oise, où sur 5 blocs sanitaires dans 5 collèges différents, on a déployé quasiment l'ensemble des points d'expérimentation qu'on avait attestés, et surtout on a déployé ensuite une méthode d'analyse pour réussir à mesurer l'impact de ces équipements, tant dans la cour de récréation que dans les sanitaires, en essayant au maximum de proposer des solutions qui agissent sur la perception des lieux. Parce que votre première intervenante disait ce matin, on a la perception d'une saleté qui est souvent plus forte que la saleté elle-même. Et pour rappel, je pense qu'autour de la table, là, on est 80 ce matin. Il y en a tellement un large nombre qui a des enfants. Et déjà, chez soi, quand on a un enfant, tenir un sanitaire propre, c'est pas forcément facile. Donc, en fait, quand on en a 300 en 15 minutes, en 14, dans 10 blocs maximum, en fait, ils sont hyper propres, c'est ça. Donc, voilà, il y a aussi un effet d'échelle qui forcément... on ne peut pas lutter. Donc, il y a de la qualité perçue, il y a de la qualité réelle. On peut agir notamment sur cet aspect très sale, ou perception de saleté, notamment du sol, parce que quand ils boivent à l'intérieur des sanitaires, ça met de l'eau partout, et donc du coup, on a les pieds qui trempent dedans. Enfin, chez soi, on passe d'abord par le paillasson avant de rentrer dans la maison. On a posé ses chaussures avant d'aller aux toilettes. Enfin, si on met un paillasson, si on met quelque chose pour se taper les pieds, et si on met le lavabo dehors,
on aura de moins en moins d'eau et de saleté à l'intérieur. Et les enfants sentiront bien que c'est un espace qui est plus intime, plus domestique. Ce choix du parquet imitation, du carrelage imitation parquet, je le retiens parce que c'est vrai qu'au-delà du chaleureux, il dit bien sphère domestique et on a besoin de se sentir dans une sphère domestique. C'est en tout cas ce que les enfants disent là. Donc, il faut travailler sur des codes visuels et des symboliques en fait qui rappellent ça. Et voilà, donc c'est ce qu'on essaye d'expérimenter et c'est ce qui vous montreront demain, l'application de ce guide. Merci beaucoup, c'est passionnant. Quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous avez dit aussi, c'est le lien très étroit entre ces enjeux d'aménagement des sanitaires et puis le fonctionnement de la cour de récréation. Nous, on est très impliqués aussi au CAE, aux côtés de la ville de Paris et de la direction des affaires scolaires autour des projets de transformation des cours d'école en cours Oasis. Et on voit bien à chaque fois qu'on démarre un projet autour de la cour que le sujet des sanitaires est toujours celui qui vient en premier, avant celui de la transformation de la cour. C'est des choses que vous avez menées de concert aussi, des réflexions voilà, d'usage actuellement dans les sanitaires, déportés dans les espaces extérieurs. Vous avez un peu de retour d'expérience aussi sur des aménagements mis en œuvre dans ce cadre-là? Oui, on a fait ça et on l'a fait de manière très tranchée, c'est-à-dire qu'on a mis l'accent sur des équipements dans la cour de récréation. On a commencé par ça. On a d'abord fait 5 cours de récréation où on les a fait avec les enfants dans le diagnostic et dans la composition des mobiliers et leur emplacement. Et à partir de là, on a observé quels étaient les impacts sur les sanitaires. Et c'était vraiment très impressionnant, quoi. C'était vraiment le jour et la nuit des sanitaires dans lesquels... parce que c'est souvent la théorie du carreau cassé dans les sanitaires. En fait, à partir du moment où il y a une dégradation, la dégradation, elle en appelle une autre, puisque l'enfant ne se sent plus respecté en disant franchement, chez vous, madame, vous auriez des robinets comme ça où vous avez fait la ressoudure et vous n'avez pas repeint? Bah non. Et en fait, ils ont les yeux partout, ils sont vraiment dans le détail, ils les voient, toutes ces choses-là. Il ne faut pas croire que parce qu'ils passent 10 minutes et qu'ils appuient sur les chasses d'eau comme des sagouins, qu'en fait, ils ne regardent pas. Donc voilà, ils sont hyper attentifs à toutes nos petites réparations. Et en fait, on a vu vraiment des sanitaires qui étaient dans des états déplorables et qui n'arrêtaient pas de se dégrader. Et à partir du moment où on a fait les équipements qui leur correspondaient dans la cour de récréation, il n'y a plus eu de dégradation du tout sur les sanitaires. Donc, forte de ce constat-là, on s'est dit, OK, on enclenche maintenant une mission sur les sanitaires. Et du coup, on va aller vers tous les soucis techniques qu'on peut rencontrer dans les sanitaires, en prenant toujours en compte le prisme d'usage de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il dit « Moi, oui, je tire la pédale, la chasse d'eau, je la tire avec le pied. » Alors les adultes hurlent parce qu'en fait, ils vous défoncent les chasses d'eau, ils appuient avec leurs pieds, c'est des sagouins, ils n'ont pas été élevés, mais c'est comme d'éducation. Enfin, en fait, les enfants, ils disent quoi? Ils disent, moi, ma mère, elle m'a dit, dans les sanitaires publics, tu touches pas avec tes mains, mais tu tires la chasse d'eau. Donc, si je touche pas avec ma main, je touche avec mon pied parce que je tire la chasse d'eau, parce que j'obéis, parce que je fais bien comme on m'a dit. Et donc, quand on est là-dessus, on se dit, dans le TGV, il y a des chasses d'eau pédales au pied. Alors, allons-y, faisons ça, en fait. Donc, ce prisme d'usage, de se dire, si je vais, et après, c'était super parce que c'était Covid, donc tout le monde se disait, comment je ne touche jamais rien? Donc, on a vu qu'il y avait plein de dispositifs que dans les hôpitaux, y compris les grandes poignées pour les handicapés, en effet, partant du handicap, ça peut servir à tout. Donc, il y a plein de dispositifs où on peut ouvrir une porte au pied, ouvrir avec son coude, et la chasse, c'est la même chose. Donc, comment on fait pour être aussi sur des solutions qui sont mécaniques et pas des solutions qui sont avec des détecteurs parce que ça s'entartre, parce qu'à la maintenance, c'est compliqué et qu'il faut penser la maintenance. Parce que sinon, là aussi, les usagers, ça va coincer si on sort trop si on automatise trop de choses et que les agents d'entretien n'ont plus la main. Voilà, donc c'était plein de choses qu'il fallait compléter dans les sanitaires, mais oui, on a commencé à vérifier en ayant d'abord une intervention sur la cour de récréation.
Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, vous parliez des remarques que faisaient les enfants sur des dégradations qu'ils ne retrouveraient pas chez eux, qu'ils n'auraient pas envie d'avoir chez eux. Effectivement, ça fait vraiment écho à ce qu'on va vous dire ensuite. Là, ce qui ressort beaucoup des échanges qu'on a eus, nous, sur le terrain avec les enfants, c'est cette envie de chez soi. Oui, totalement. En effet, vous parliez, Agathe Chiron, d'échelle domestique, d'impression de saleté et d'envie de se retrouver dans un cocon un peu plus personnel. Et du coup, dans la suite de notre démarche d'atelier, après avoir observé, fait l'atelier post-it et questionné différents sujets, on a assez rapidement demandé aux enfants de dessiner. Donc, pour les inspirer, on leur a montré des références insolites, donc aussi bien des lunettes avec des montroses que des vues un peu extraordinaires, des toilettes atypiques, on va dire, juste pour les inspirer, leur montrer la diversité des toilettes entre ceux qui sont à la maison et ceux qui sont à l'école. Et puis ensuite, on leur a demandé, en maternelle, en élémentaire et en collège, de dessiner leur toilette rêvée, sans aucune contrainte. Ils avaient juste une feuille de papier, la fameuse cuvette blanche que vous pouvez voir là sur les 2 dessins. Et puis là, très rapidement, les maternelles nous ont assez souvent parlé de toilettes à l'échelle domestique, comme on le disait tout à l'heure, mais de toilettes sécurisées. On peut le voir sur le dessin de droite, le petit élément rouge, c'est une caméra de surveillance. Les éléments gris sur les côtés, ce sont des rideaux. On a fait ces dessins avec des grandes sections de maternelle et de mémoire, sur la douzaine d'entre eux qui étaient présents, il y a 3 ou 4 garçons qui nous ont très souvent dessiné des rideaux, où ils nous ont dessiné ce grand portique pour retrouver une échelle du cocon. Ils nous ont aussi été nombreux à dessiner des portes. Donc l'élément jaune en bas à droite, c'est une porte. Par contre, Abigail, par exemple, sur son dessin, nous a carrément dessiné une maison. Le petit élément vert sur le dessin d'Abigail en haut à droite, c'est une maison. Donc tous, que ce soit par la porte, la maison ou les rideaux, on retraduit cette envie de cocon, voire même de caméra sur ce dessin de Owen qui nous a assez étonnés. Et puis, ils nous ont parlé aussi de sécurité au sens de l'intimité, mais de sécurité aussi au sens de l'usage. J'ai choisi de mettre ce dessin d'Abigail parce que vous le voyez, l'énorme rond découpé là, c'est en fait un dévidoir avec des très grosses dents. Donc, ça nous a semblé assez intéressant de voir ce dévidoir, on l'abordait tout à l'heure, qui est placé parfois trop haut, où ils doivent se lever pour y aller, mais aussi qui a des dents très tranchantes pour pouvoir le couper. Et certains enfants nous expliquaient qu'ils se griffent, voire se coupent, et en tous les cas se font mal au moment de normalement accéder simplement à ce qui devrait être leur premier besoin, le papier toilette, pour pouvoir s'essuyer après avoir fait leurs besoins. Ça, c'était des dessins d'enfants de maternelle, mais on a fait exactement le même process avec des élémentaires. Donc, vous le voyez, là, on leur avait proposé, on avait des CP jusqu'au CM2, donc on leur avait proposé à certains de commencer à rentrer dans une perspective, et vous voyez un support où on commence à pouvoir aménager les murs. Et là, chez les élémentaires, de la même manière que sur les post-it, ils nous ont énormément parlé d'équipement. Donc, que ce soit de temps en temps, comme le disait Agathe Chiron, de l'électronique, voire de l'automatisation, ils nous ont aussi très souvent mis des spots au plafond, une belle vue sur la Tour Eiffel, un bouquet de fleurs, un miroir, un petit lavabo qui ne serait pas à l'extérieur du sanitaire, mais dans le sanitaire. Donc là, ce dessin, c'est certainement, en fait, je pense, la reproduction des sanitaires que cet enfant a à la maison, avec la petite étagère et certainement le sambon à l'arrière. Et ça nous a semblé très intéressant qu'en élémentaire, ils aient aussi cette échelle du domestique et du très équipé. Et au collège, de manière similaire, de la sécurité, du confort, mais aussi énormément de moyens de personnaliser l'espace, de se le rendre appropriable. Donc là, on voit son cartable avec son porte-manteau qui peut accrocher sur le mur de gauche, le porte-savon, mais aussi les magazines qui sont posés au sol, la petite poubelle souvent posée dans l'angle, la chasse d'eau à double bouton, le distributeur de serviettes hygiéniques. Donc là, voilà, on se sent vraiment à l'échelle personnelle, mais aussi à l'échelle où on a une déco avec le carrelage, etc., ou le toilette en marbre, pour le petit détail de cet élève. Donc, dans ces 3 situations, bien que les enfants aient des tranches d'âge différentes et du coup des enjeux de vie ou de pratique des sanitaires assez variés, tous, j'en ai choisi que certains, mais tous nous ont décidé des toilettes à l'échelle plus intime et plus personnelle pour pouvoir se sentir en sécurité dans ces espaces.